Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau débrief de la semaine, le débrief de la semaine 4 de NFL, des performances des quarterbacks dans Franchise QB. On se retrouve comme chaque semaine maintenant et comme chaque semaine, ça tourne bien cette année. J'ai un nouvel invité. On reçoit Nat. Ça va Nat? Ça va Quentin, merci pour l'invitation. Alors, dis-nous un peu, on va parler de ton équipe, de ton quarterback. Quelle équipe tu supportes en NFL? Les New England Patriots. Il y a des choses à dire du coup. Parler de tes quarterbacks? Ouais, c'est assez compliqué. C'est un début de saison assez douloureux pour les Patriots. Il y a des problèmes un peu partout. Du coup, là, notre QB, c'est Jacoby Brissett. C'est notre bridge quarterback, comme on dit, en attendant que notre rookie, Drake May, qu'on a drafté au troisième choix de la draft, là, démarre. Et pour parler de ce match-là, c'était très, 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 très dur. En fait, il y a un point que j'ai envie de souligner particulièrement, c'est que depuis le début de saison, on dit que les Patriots n'ont pas de O-line, et c'est vrai, c'est totalement vrai. Elle est totalement poreuse, et du coup, Jacob Brissett, il a pas à peine le temps de lancer, et il se fait saquer, il se fait taper. Donc du coup, on n'a même pas le temps on peut même pas forcément le critiquer parce que sa O-line ne lui permet pas. Et sur ce match-là, j'ai regardé, je sais pas si toi aussi tu fais ça, je regarde le All 22 pour avoir un peu un petit visuel global de comment le match se déroule et voir s'il y a des receveurs qui sont ouverts, etc. Et tout. Et j'ai constaté qu'à plein de moments, Jacob Brissett avait, s'il agissait un tout petit peu plus rapidement, il aurait pu en fait lancer ses ballons sur ces joueurs qui étaient ouverts. Et donc, du coup, on peut taper sur la O-line, c'est mérité, mais en même temps, je pense que la faute, ça peut pas tout revenir sur eux. Et il y a une certaine responsabilité de la part du quarterback. Et surtout sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il aurait pu faire mieux. Il y avait des décisions ratées. Pas trop développer sur ce match-là parce Ouais. que Spoiler Alert, on va en parler dans pas longtemps. Alors, au niveau de ton équipe, déjà, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette stratégie-là, le fait de couver Drake May? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses qu'il aurait fallu le lancer? Est-ce qu'il faut le lancer un peu plus tard cette saison? Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Je suis mitigé. D'un côté, je pense que c'est bien d'attendre pour qu'ils voient un petit peu comment les défenses NFL fonctionnent. Et surtout, en fait, l'autre aspect, c'est qu'on ait une O-line qui soit à minimum genre solide. Je dis même pas élite, hein, je dis juste les bases, quoi, pour qu'ils se prennent pas non plus des cartons tout le temps. Mais il y a aussi un truc, c'est que l'expérience, tu la gagnes en jouant. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra le lancer. Tu peux pas vivre avec la peur de se dire, bah, il va se faire taper et tout. C'est le risque du jeu, en fait. À un moment donné, un QB, s'il veut évoluer, il faut il prendra des hits. Et si on veut gagner des matchs, je pense que le mieux, c'est qu'il joue. Parce que là, c'est Jacoby Brissett, ça va être compliqué de continuer la saison comme ça. Je pense qu'après la bye week, il y a moyen qu'une décision soit prise au niveau que ce soit Jérôme Mayo et puis Elliott Wolf, notre general manager, pour se dire, bah, vas-y, on tourne la page avec Jacob Brissett et on envoie Drake May. Ok, c'est quand la bye week chez vous? Je sais plus, je crois que c'est après, je te dis ça, je crois que c'est après le match des Dolphins. Je suis pas sûr. Bon, mais en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens partagent un peu ce que tu dis, hein. C'est vrai que bon, c'est bien de le couver, mais en même temps, bah oui, il joue un peu. On l'a vu dans Garbage Time la semaine, pas cette semaine, la semaine d'avant, il a joué dans le quatrième quart-temps. C'est ça. Quelques reps, bon, c'est toujours bon à prendre. Mais même en parlant de ce match-là, les quelques reps qu'il a eu étaient c'était plus enthousiasmant que tout ce que j'ai pu voir de Jacoby Brissett. C'est-à-dire qu'il a pu convertir 2 quatrièmes tentatives, et une sur une course et une autre sur une passe sur des Mario Douglas. Et rien que ça me donne plus envie, tout ce que j'ai pu voir là, depuis le début de saison avec Jacoby Brissett. Donc je pense que oui, à un moment donné. Et la bye week, là, de ce que je vois, ça va être en week 14. Donc c'est vraiment pas tout de suite. Ouais. Bon. Ouais. Là, il faut qu'on le voit à un moment donné, là, dans quelques semaines. C'est vrai que
Jacoby Brissett, pour finir là-dessus, on dit souvent que c'est le meilleur backup de NFL, que c'est l'homme à tout faire qui va dépanner, qui arrive à plutôt pas trop mal dépanner quand il a du matos autour de lui. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi qui manque. Alors, il fait des erreurs, hein, mais la ligne, c'est compliqué. Le corps de receveur, c'est compliqué. Donc, Ouais. pour Drake May, il va falloir trouver. Bon, je commence à regarder. Il y a quelques chaînes américaines qui commencent déjà à faire des mock drafts. Et bon, c'est vrai que ce qui revient pour les Patriots, c'est limite. C'est tackle, 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 quoi. Ouais. Ouais. Bah après, pour revenir sur Jacoby Brissett, euh, c'est un leader incroyable. En fait, c'est la manière dont il renvoie tout sur lui. Il dit, bah, je peux mieux faire. Il y a aucun moment il balance sa O-line. En fait, il est tout le temps en train de prendre sur lui. Il se relève tout le temps, donc c'est quand même c'est assez impressionnant. Après, oui, on n'a pas du tout les meilleurs receveurs. Même quand il était chez les Browns, il avait Amari Cooper, donc ça aide, tu vois. Mais là, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas mettre la faute sur la O-line, sur les receveurs, surtout quand il y en a à certains moments, ils font le taf, tu vois. Et c'est trop facile que de dire, bah ouais, les receveurs sont nuls, la O-line, ils sont tous nuls. Je pense aussi que des fois, il y a des moments où il a l'opportunité de faire des bonnes choses. Et par exemple, rien que sur le pic qu'il envoie sur Fred Warner, il y avait un receveur qui était ouvert. Il a juste décidé de lancer à cet endroit-là. Et, tu vois. C'est moche. Bon, et ben ok, ben on va souhaiter, en tout cas, oui, on savait que c'était un peu une année de reconstruction là pour les Patriots. C'est bon, Ouais, c'est clairement ça. il y a plus déshonorant que de se prendre une raclée contre les Niners. Hein, vous ne serez pas les premiers. J'en connais quelque chose. Je crois que cette semaine, ça va être compliqué pour nous, pour les, Ouais, clairement. pour les jouer deux fois. Bon, la deuxième, ce sera en week 18, donc peut-être que avec l'équipe B qui mettront, s'ils mettent l'équipe B. Mais ouais, bon, voilà, il y a plus déshonorant, mais c'est vrai que là, le début de saison est un peu compliqué et on ne peut pas compter sur la défense pour gagner tous les matchs, quoi. C'est sûr. Bon, alors on va enchaîner sur le flop de la semaine pour commencer. Et ben, on va pas changer de thème, hein. J'ai mis cinquième du flop Jacoby Brissett. 19 sur 32, 168 yards, un touchdown, une interception. On en a parlé de cette interception, trois fumbles. Euh, Yeah. c'est lui qui fait un fumble sur une passe écran qui est trop en arrière, je crois, Non, 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 dans un autre match. Mais, c'est Tyler Huntley avec les Dolphins. C'était lundi. mais bon, alors, voilà, on va pas redire ce qu'on a déjà dit. Est-ce que sur ce match, il y a quand même, moi je l'ai mis que cinquième parce que bon, voilà, comme je te dis, il y a des circonstances atténuantes. D'abord, tu joues les Niners. Ensuite, t'es pas aidé par ta ligne. Euh, Ouais. Mais vraiment, sur Jacoby Brissett, il y a des axes d'amélioration par rapport à ce que tu as vu sur ce match-là. Est-ce qu'il y a des points positifs aussi que tu as repérés? Ou est-ce Bah, que... les points positifs sont que déjà, bah, il a scoré un touchdown. Ça, on va dire que c'est déjà pas mal. Et puis même après, comparé à, je crois que c'est la semaine dernière. La semaine dernière, il lance pour 98 yards. Là, on est à 168 yards. Donc déjà, il y a ça à prendre, tu vois. Donc je me dis, on a des yards en plus. Après les yards en plus, quand on décompose, il y en a certains, il y a genre un big play, c'est sur une screen et qui ça part sur je sais pas combien de yards. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un QB play? Mais ouais, je sais pas. Je reste sur la même. C'est pas mieux, c'est pas non plus le pire, mais voilà, c'est moyen. C'est juste moyen. Ouais, bon, voilà, c'est assez triste et on voit... Ouais, bon, on savait que l'effectif était limité. En plus, vous avez perdu Judon en défense. Donc, Ouais. la défense, White a fait un plutôt début de saison assez encourageant. Parler de Début de ça. saison, ouais, 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 un début de saison plutôt intéressant. Je pense que en tant que pass rusher, c'est vraiment le seul qui donne de la vie à ce groupe de pass rusher. Malheureusement, en fait, quand on regarde la défense, et c'est parce qu'on perd des joueurs, hein, Judon et Barmore aussi qui est blessé, plus Bentley, notre linebacker. Mais là, globalement, on est l'une des pires défenses de la ligue, en fait. Quand on regarde
tous les yards qu'on se prend. Là, Brock Purdy, quand on regarde juste ses stats, on se dit, bon, il a fait un match moyen, mais le nombre de TD qui ont été annulés parce qu'il y a eu des pénalités et tout ça, et en fait, les TD, il aurait pu compter. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Là, on a juste Christian Gonzalez, qui est juste incroyable, en fait, qui, en 1 contre 1, tu le mets contre n'importe quel receveur, il fait le taf. T'as Keon White sur le pass rush, qui met des pressions, mais on n'a pas encore le côté sac où ça résulte à une action qui est terminée, malheureusement. Mais sinon, tout le reste, c'est du néant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les autres DB, tous les autres linebackers, la D-line et tout ça, c'est assez compliqué, quoi. Bon, bah voilà. On va espérer que le groupe s'élève un petit peu là pour les semaines suivantes, sinon la saison risque d'être assez longue. Numéro 4 du flop, tu parlais de défense kata, on va en parler, mais je veux d'ailleurs d'abord parler de ce quarterback. Je suis bien triste de le remettre à nouveau dans le flop, mais Kyler Murray, oh là là, c'est compliqué. Alors 16 sur 22, 142 yards, un touchdown, pas d'interception, une course pour 3 yards. Kyler Murray. Ouais. C'est assez compliqué. Mais c'est compliqué avec Kyler Murray. Je te coupe, désolé. Avec Kyler Murray, je pense que tu es le mieux placé pour en parler. Mais c'est le début de saison et maintenant, j'ai l'impression que c'est deux joueurs opposés, en fait. J'ai l'impression que c'est pas du tout le même joueur. Ce qui est très bizarre parce que, par exemple, le côté où il pouvait sentir la pression arriver et vite partir. Là, sur ce match-là, il y a une action précise où il se prend en sac. Parce qu'il essaye d'éviter la pression, il regarde, et il recule et il se prend quand même le sac. Et je me dis, c'est bizarre de sa part de faire des choses pareilles. Plusieurs choses que je voulais évoquer sur ce match. Alors d'abord, pour parler de Kyler Murray, il n'a pas été non plus aidé parce que bon, la défense est cataclysmique. On se doutait, hein, sur le papier, c'était la pire défense de la ligue, les Cards. Mais on a un peu l'impression qu'il faut faire un drive parfait en attaque à chaque fois pour compenser ça. C'est-à-dire, en début de saison, moi, je me disais, oui, la défense, elle va peut-être prendre 30 points par match, mais elle va se battre. Si l'attaque en marque 32, c'est bon. Sauf qu'il faut y aller pour les mettre. Et puis, le play calling sur ce match, c'est le pire que j'ai vu depuis l'époque où, ironie du sort, Cliff Kingsbury était le head coach des Cardinals. Ouais. On s'est pas fait out-coacher par Cliff Kingsbury. Moi, oh là là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le play calling était vraiment désastreux parce que il n'y a quasiment aucune passe longue qui est appelée. Tu joues les Commanders. Enfin, je veux dire, la secondary des Commanders, la seule qui est en discussion pour être pire que celle-là dans la ligue, c'est la nôtre. Je veux dire, enfin, ouais, alors, est-ce qu'il y avait je sais pas, est-ce qu'il était touché physiquement? Parce qu'il y avait eu, avant le match de la semaine d'avant, il y avait une petite alerte qui avait été questionable pendant quelques jours, Kyler Murray. Et là, c'est vrai que, comme tu dis, il est dans la poche. À un moment, j'ai l'impression de voir Caleb Williams, quoi. Je veux dire, il est là dans la poche, il fait rien. Au moins, à l'époque de Kingsbury, c'était catastrophique. Il avait une O-line en carton, mais au moins, il courait pour sa vie. Et voilà. Là, voilà, une course pour 3 yards. Et comme tu dis, il y a ce jeu-là où il reste dans la poche. À un moment, il fait une pump fake pour Michael Wilson, alors que franchement, il était ouvert et il y a moyen de faire la passe. Et au moins, tu cours quoi, pour essayer de te dépatouiller. Je ne sais pas ce qui se passe depuis. Alors, il avait fait ce match sensationnel là, contre les Rams. Et depuis, c'est cata, quoi. La gestion de la poche est catastrophique. Il y a très peu de jeux longs, très peu de jeux intermédiaires. C'est des screens, des courses. Bon, alors, la course nous aide bien. Hein. James Conner, heureusement, ouais, James Conner. Ouais. Ce côté, d'ailleurs, de James Conner dans la ligue, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bien sûr, parce que c'est pas ce receveur rapide qui va faire des coups d'éclat, mais vraiment, il est très, très bon depuis plusieurs saisons, et particulièrement cette saison-là. Mais ouais, les appels de jeu, j'y reviens 2 secondes, mais on se retrouve, le nombre de fois où il y a une 3e et 1 ou une 4e et 1, 4e cheese, et où tu appelles une passe, et pas une passe play action avec le running back. Hein, même le premier touchdown de Marvin Harrison,
je trouve que c'est très très mal joué parce que tu es en 4e inches et tu lances cette passe où vraiment en fait c'est 50-50. Marvin Harrison fait le jeu comme il faut, la passe est bien lancée, très bien, mais ouais, non, pas aidé là-dessus. Et puis ouais, Là, vraiment, ouais, tu mets pas tes joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir briller, quoi. C'est ça le truc aussi. Mais ouais, là, je te suis complètement sur le play calling. C'est que les joueurs sont là. Tu as Marvin Harrison, Michael Wilson, il est bon. Est-ce qu'il a joué Trey McBride? Je me souviens plus. sur ce match. C'est vrai que du coup, j'ai pas regardé, comme tu disais, la All 22. Peut-être que du coup, la défense a bien focus sur Marvin Harrison parce qu'il n'y a Ouais. pas très McBride. C'est pour ça qu'il a Ouais. beaucoup joué sur Michael Wilson. Mais Ouais. Là, tu as ouais, quand même des éléments et du coup, genre, c'est dur. Bah, ouais, c'est ça, c'est dur de se dire que c'est pas mieux mis en valeur que ça et tu les facilites pas avec des jeux simples qui pourraient te gagner des yards passés, en fait. Et des fois, en fait, ils essayent de penser ça de manière trop cérébrale et pas, en fait, suivre trop leur instinct à certains moments où, genre, ça pourrait être beaucoup plus efficace. et pour en revenir à Kyler Murray pour finir, c'est vrai que là, va falloir changer quelque chose parce que c'est pas possible de. Alors, perdre contre les Commanders qui sont en forme en ce moment, d'accord, mais là, vraiment, offensivement, c'est triste. J'ai l'impression de retrouver l'équipe de l'époque Kingsbury, quoi. Enfin, une course pour 3 yards, moi, je m'en remets pas, quoi. Je veux dire, tu peux pas rester dans la poche comme ça et à attendre et à te faire bouffer, te faire saquer. Quand t'es Kyler Murray, quoi. Je veux dire, comme j'ai dit, c'est pas Kirk Cousins, quoi. À un moment donné, peut-être Il y qu'il a, y a il y pas a, de. con- il y a Mais combien de QB run qui ont été. Il n'y en a aucun? Est-ce qu'il y a une course pour 3 yards et la course, oui, c'est plutôt, c'était pas un QB run qui était appelé. Donc, donc rien que ça, déjà, c'est problématique. bon, et pourtant, on le voyait un petit peu là, sur le début de saison. Je me disais, bah, c'est bien, ça change un peu. Enfin, on appelle des courses, quoi. Non, non, vraiment pas bon cette semaine. La semaine prochaine, c'est les Niners. Donc, bon, faudra pas s'étonner si Ouais, c'est encore alors plus fort. là, ouais. Mais je veux dire, on sait que l'équipe est en reconstruction, donc le bilan victoire-défaite, c'est pas le plus important finalement. Mais au niveau de l'état d'esprit, il y avait quelque chose qui était bien sur les 2 premiers matchs, et pourtant le premier contre les Bills, on le perd. Mais là, ça fait 2 matchs, je vois rien. Je Je vois suis rien. complètement d'accord. En fait, le truc, c'est que si dès la week 1, ils avaient fait ce qu'on avait vu là, ce week-end-là, je me dis, bon, OK, il n'y a pas de progression depuis le training camp. Voilà, au moins, on a une idée fixe. Mais d'avoir donné ce petit goût d'espoir, de dire, ah oui, en fait, on a une attaque qui est plutôt intéressante, avec des joueurs intéressants, des joueurs qui ressortent, que ce soit Trey McBride, Michael Wilson, et puis aussi, du coup, sur le second match ou le troisième match, je ne sais plus, Marvin Harrison Jr., je me dis, ah oui, là, en fait, on peut bâtir quelque chose et on a des axes de progression. Donc, du coup, comme tu dis, ouais, le ratio victoire-défaite, c'est pas le plus important, mais au moins, on a quelque chose sur lequel on peut se bâtir et avancer. Et là, du coup, c'est l'impression que on peut tout foutre à la poubelle, en fait. Je pense que j'avais dit après le match contre les Rams, où je m'étais dit, voilà, on voit ce que l'attaque peut donner et c'est bien. Ouais, non, là, vraiment, j'étais pas du tout satisfait de ce match. Puis c'est encore plus douloureux de se faire prendre une rose par Kings. Ouais. Franchement, ouais, l'ironie du sort. Bon, on reparlera des Commanders tout à l'heure. Troisième du flop, j'ai encore mis. Alors, il a gagné, mais alors vraiment, c'était pas grâce à lui. Bonix, euh, Ah, ouais. 12 sur 25, 100 yards, un touchdown, interception. Et alors, il a quand même réussi à bien éviter la pression, à pas se faire saquer. Euh, mais ouais, cette attaque des Broncos, elle fait peine à voir. Alors, elle n'est pas aidée par les conditions climatiques, d'accord, mais en C'est face, ça. Rodgers, lui, il lance pour, je crois, c'est 225 yards. Euh, il y a, je crois, un Ouais. moment, jusqu'à la mi-temps, il est à moins 7 yards à la passe, quoi. C'est... Ah, c'est ça, oui, la stat, la stat horrible, mon 7 yards. Ouais, non, c'est compliqué. Alors, il commence à trouver un peu Kirkland Sutton, c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Onyx, est-ce qu'il y a des axes encourageants dans ce qu'on voit depuis le début de saison? Je pense, ouais, comme tu disais, c'est le côté gestion de la poche. Donc, en fait, c'est le fait de ne pas paniquer. J'ai l'impression que sur les 2 premières semaines, il avait tendance à pas trop faire confiance à sa ligne et du coup, facilement partir.
Et là, il va rester. Et peut-être après, il va partir, mais au moins, c'est toujours regarder devant lui et essayer de voir s'il y a une cible d'ouvert et après lancer sa passe. Donc, je trouve que sur ce côté-là, c'est pas mal. Après, moi, j'ai jamais été un grand fan de Bonix en fait. C'est-à-dire que l'époque d'Auburn, c'est passé et à Oregon, c'est vrai qu'il nous a montré mieux, mais c'est quand même un QB qui est assez limité sur sa, je trouve, vision globale du jeu. Ouais, Il peut te faire il peut te faire, tu sais, quelques actions, te balancer des checkdowns comme ça et voilà. Mais la compréhension du jeu, surtout à l'âge qu'il a, parce que quand il arrive là en tant que rookie, c'est quand même un vieux rookie comparé à d'autres QB. J'ai pas l'impression que du coup sur cet aspect-là, il y a une énorme progression. Donc, je sais pas. Après, on verra. Hein. Chaque match, s'il progresse un tout petit peu et qu'il nous propose mieux et qu'il gagne surtout, bah, c'est le principal en fait. et finalement, ils sont à 2-2, c'est Broncos. Donc, bon, on leur Ouais, promettait dans une division qui est pas non plus, voilà quoi. C'est une division, je me dis, t'as les Chiefs, mais à part ça, les autres. bon, voilà, on n'attend pas non plus des miracles de cette équipe cette année, mais bon, les résultats arrivent finalement à être là quand même. La défense joue bien. Donc, voilà, il faudra voir ce qu'on peut faire pour l'aider l'année prochaine. A priori, en tout cas, c'est pas. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le mets dans le flop, mais je veux dire, on se dit pas, oh là là, c'est pas Bryce Young l'année dernière, quoi. Oui, oui. Après, j'ai un point à soulever et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais plus depuis qu'il est arrivé au Bronco, mais je trouve que Sean Payton, il est un peu surcoté. Hein. Je trouve quand il était au Saints, il était aidé de Drew Brees et le génie de Drew Brees. Mais là, le génie offensif qu'il est censé être et le play caller de fou, je le vois vraiment pas en fait. Je le vois vraiment pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, avec Russell Wilson, ça passait pas. Il avait son truc en tête que c'était pas ce qu'il voulait, etc. Et puis, alors moi, j'avais dit un truc, je m'étais fait un peu allumer à l'époque, mais parce qu'il faut quand même se rappeler que les Broncos ont envoyé un premier tour de draft, un choix du premier tour pour récupérer Sean Ouais. Payton. Et j'avais dit à l'époque, aucun coach ne vaut un premier tour de draft. Et Si, j'avais peut-être dit, Belichick. ouais, mais j'avais dit, même s'il gagne les 10 prochains Super Bowls, je continuerai à dire que c'est une mauvaise d'envoyer un premier tour. Ce premier tour, ça s'est transformé de mémoire en Brian Breezy pour les Saints. Euh, donc, Ouais. mais bon, voilà, en tout cas, voilà, c'était un peu surpayé et bon, je pense on va leur laisser du temps quand même. Je pense pas qu'ils soient en danger dans l'immédiat, ni l'un ni l'autre, ni le QB ni le coach, mais Ouais, je oui, suis oui. assis sur l'aspect surcoté. Ouais. On continue, on passe au numéro 2. Alors, c'est assez marrant parce que, vous savez, moi, quand je regarde les matchs, bon, je regarde les matchs normalement, je regarde mon Red Zone, je regarde les Cardinals en entier, puis après, je me refais tous les matchs en 40 minutes, plus des fois une deuxième fois pour affiner. Et bon, quand je regarde le Red Zone le dimanche, quand je regarde les matchs après du lundi, soit en direct, soit en replay, je me fais quand même ma petite idée. Je me dis, tiens, là, bon, dans le flop, lui, c'est sûr qu'il y sera. Lui, c'est sûr qu'il sera dans le top. Bon. Et ce QB-là, c'est assez drôle parce que en regardant le match d'impression, je me suis dit, bon, bah, c'est pas si mal que ça, c'est pas bon, mais c'est pas si terrible. Et puis, il a quand même fait quelques trucs avec ses jambes. Donc, à mon avis, il sera ni dans le flop, ni dans le top. Et puis, du coup, j'ai revu le match et à la vue des statistiques, je me suis dit, oulala, en fait, il se retrouve finalement deuxième du flop. C'est Taylor Huntley, 14 sur, Ouais. 14 sur 2, 96 yards. Quant à Tyreek Hill et Waddle, bon, pas de touchdown, pas d'interception. Il y a aussi un touchdown à la course, je crois, et un fumble voilà, c'est celui dont on parlait, Ouais, avec c'est ça. bon, on voit que finalement, cette attaque enfin, comment dire, on disait un peu les Dolphins, ouais, bon, toi, c'est facile, c'est un QB de système, le système, il est facile et tout. Ouais. Et ben, sans Tua, ça tourne pas si bien que ça. C'est pas si facile que ça de faire tourner ce système-là avec beaucoup de passes rapides, du jeu après catch. C'est pas, voilà. Ouais, il y a un truc qui est vraiment tempo, tempo, tempo. Bah, c'est ce qu'on trouve aussi avec les 49ers, où tout est millimétré et voilà quoi. Mais
Ce que tu dis sur Tua, c'est totalement vrai en fait. Genre, j'ai l'impression que Tua, c'est le QB qui est où on en parle le plus mal de la ligue. Tout le monde dit ouais, mais non, c'est un QB manager, c'est un QB de système, il peut rien faire et tout. Mais en fait, là, il manque cruellement à cette équipe. Il manque cruellement à cette équipe. Que ce soit Skylar Thompson qui était dans le système depuis 3 ans maintenant, je crois, qui a rien fait. Tyler Huntley vient d'arriver, donc je pense qu'on peut lui mettre le bénéfice du doute. C'est le seul truc pour me dire bon, ok, il vient d'arriver, donc c'est un peu compliqué aussi, mais il fait rien non plus pour le moment. Et puis des erreurs graves. Hein. Le fumble pour moi, ça doit pas se faire en fait. Tu dois savoir ce genre de choses quand t'es QB. Tu peux pas lancer la balle comme ça. Ça me paraît un peu évident. Mais sinon, ouais, 96 yards, c'est très compliqué. Je crois que c'est depuis le début de saison, le nombre de yards le plus bas qu'on a eu quoi. Il y avait Jacob Brissett, mais à 98, qui était à 98 du coup, mais genre celui-là à 96, ouais. Ouais. Bon, on va lui laisser le temps, mais en tout cas, pas aider. Après, la défense, on peut en parler parce que je ne vais pas parler des Titans aujourd'hui. La défense des Titans est quand même assez solide depuis le début de saison. Il y a des flashs. L'attaque mal, mais voilà, la défense est là. Speed est arrivé, ça fait du bien. J'ai l'impression que cette défense, elle se bat bien, quoi, quand même. Et sur ce match-là, ça a permis de gagner le match finalement parce qu'on n'en demandait pas trop à Will Levis. Ça, clairement, je trouve que c'est une défense qui est assez agressive en fait. Que ce soit au niveau du pass rush, tu les vois vraiment fly, aller sur le ballon directement, mais ils attendent pas en fait. Ils vont vraiment chercher à faire l'action. Il y a comment il s'appelle le numéro 58 là des Titans. Comment il s'appelle? T'as dit quoi? Landry. Ouais, exactement. Landry qui fait un bon match. T'as lui, puis ouais, l'apport de Snead sur la secondary est vraiment pas mal. Et même, je trouve que tout le monde en fait a un peu élevé son jeu. T'as Ernest Jones, le linebacker qui vient des Rams, qui fait un bon match aussi. Du coup, t'as des blessures parce qu'il n'y avait pas leur numéro 98 là, de Simmons, Jeffrey Simmons il était pas là, il était blessé. Mais malgré ça, t'as le rookie. T'as le rookie de Sweat de l'Université de Texas. Il fait un super match, je trouve, contre la course. Il fait pas mal de stops. Donc, franchement, ouais, ça fait plaisir de voir voilà, quoi, une équipe qui, défensivement en tout cas, est plutôt bien coachée. Et ce qui est triste, on parle pas des Titans, mais juste un tout petit point sur eux quand même. Sur l'attaque, c'est triste à dire que, ou je sais pas comment on peut dire, on peut voir ça, mais quand Will Davis n'est pas sur le terrain et que tu mets son remplaçant, ça joue beaucoup mieux. Et ouais, est-ce que tu penses qu'il va revenir, il va revoir le terrain malgré en fait là, il a été sorti pour blessure. Est-ce que tu penses qu'il va revoir le terrain ou pas parce que c'est quand même un bon match le remplaçant. Ouais, après je pense que les Titans, ils n'ont rien à jouer vraiment cette année, en tout cas a priori. Moi, je pense qu'il faut que tu vois ce que tu as avec Will Levis. On a vu des flashs de Will Levis depuis l'année dernière. On a vu du très mauvais aussi. Moi, je serais d'avis de le laisser cette saison. Et comme ça, en fin de saison, tu es en mesure de te dire, OK, c'est Kata, on est assez haut à la draft, on va prendre un QB. Ou alors, OK, on arrive à faire tourner le truc à peu près avec Will Levis. On a quand même investi un deuxième tour sur lui. Donc, on va se tourner vers autre chose. On va voir comment on peut l'aider. Peut-être la ligne à nouveau, parce que voilà, c'est pas brillant. Okay, ouais. Moi, je serais d'avis de le laisser cette saison. Et comme ça, au moins, tu vois ce que tu as. Et si vraiment tu vois que c'est cata, non, bon, tu te dis, OK, l'année prochaine, c'est et puis voilà. En soi, je suis du même avis, mais après, je me dis, je suis pas trop d'accord dans le sens où les Titans, je pense que là, ils ont joué pour cette année. Hein. Quand tu vois l'investissement qu'ils font au niveau des receveurs, au niveau de la défense avec Snead, t'as vraiment l'impression. En plus, la division dans laquelle ils sont, elle est prenable largement, tu vois. Donc, je me dis, ils ont investi pour pouvoir gagner maintenant. Et donc, du coup, si tu vois ça comme ça, et que tu as un QB qui, match après match, fait des erreurs, mais catastrophiques, mais vraiment catastrophiques,
Et qu'en fait, juste tu mets son remplaçant et puis exécuter, ça va pas être brillant, mais il va exécuter sans faire d'erreur. Et c'est ce que, voilà, et que tu peux gagner des matchs comme ce match-là où il gagne 31, je crois, un truc comme ça, 31-12, ouais, c'est ça, je crois que je sais, ouais, 31-12. Je me dis, bon, au moins la question est à poser, tu vois. La question est à poser pendant les meetings et tout, mais bon, on verra. La question va se poser. C'est vrai que s'ils ils se retrouvent avec un bilan proche de l'équilibre et que tu dis, ah, il y a peut-être un truc à aller chercher. Bon, là, faudra voir. Mais ouais, en effet, moi, je serais d'avis de le laisser, de voir ce que tu as avec lui. Comme ça, l'année prochaine, tu es en mesure de choisir ce que tu veux. On arrive au numéro 1 du flop. Alors, statistiquement, c'est pas la pire performance, mais j'avais quand même envie de le mettre numéro 1 parce que c'est pénible à voir jouer. Numéro 1 du flop, j'ai mis Jalen Hurts. 18 sur 30, 158 yards. Alors, un touchdown, pas d'interception. Un fumble assez coûteux et pareil, une mauvaise gestion de la poche. Compliqué, le temps qu'il a fallu pour obtenir un first down, c'était compliqué. Et finalement, le match était presque déjà perdu, voire avant, même s'il y a eu ce retour comment dire, d'extra point des Buccaneers Ouais. qui a été fait et qui a été donné et qui les a ramenés à 2 possessions. Mais alors, d'accord, il n'avait pas ses 2 receveurs, d'accord, il n'avait pas son tackle. Faut faire mieux. Et puis, c'est aussi pour ça que je l'ai mis numéro 1. Je ne l'avais pas encore mis cette saison et c'est un peu toute la saison qui a été compliquée là depuis le début. J'irais même au-delà de ça. Depuis la fin de saison dernière, le nombre de turnovers qu'il fait, même j'avais regardé une stat pour préparer l'émission, il est à 54 turnovers en 60 matchs, un truc comme ça. Imagine, il y a Ouais. quasiment un turnover par match, et là il est à 3 turnovers en 4 matchs, 3 fumbles en 4 matchs. C'est pas possible en fait. Et après, tu peux me sortir l'excuse de ouais, mais il avait pas assez de receveurs et tout ça et tout. Bah, il y a plein de QB qui n'ont pas forcément toutes les cibles et tout. Mais ce genre d'erreur, c'est pas genre une passe que tu lances et le receveur drop et après c'est intercepté. C'est des erreurs qui sont faites dans le backfield. Donc ça veut dire que ça peut clairement, s'il y a une meilleure protection du ballon, il peut clairement éviter ça. Et c'est pas même si tu mets Brown d'un côté et tu mets Smith de l'autre, l'erreur elle est faite quand même, tu vois. Ça change rien. Donc je trouve que c'est un peu facile, surtout quand tu as une équipe pareille en fait. C'est-à-dire que tu as une très bonne O-line, tu as même tu prends les autres receveurs, même les autres cibles, Dallas Goedert et tout ça, genre c'est quand même il y a beaucoup Cool. d'équipes qui aimeraient avoir des joueurs pareils, tu vois. Donc je trouve ça un peu facile que pour lui on trouve des excuses, tu vois, alors qu'en fait tu as d'autres QB qui sont dans des situations un peu similaires où en fait on n'est pas aussi clément avec eux, tu vois. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. Il était un peu à la limite du flop les fois d'avant. Là, et là, voilà, j'avais envie d'en parler. Bon, on va laisser cette saison. Petit coucou à notre ami KD qui supporte les. Est-ce que commence à se poser la question pour Nick Sirianni ou pas, à ton avis? Bah, en fait, je trouve que le truc sur Sirianni, je trouve que c'est un débat qui est un peu compliqué parce que les fanboys, c'est pas lui qui les fait, tu vois. Ouais, je te coupe juste 2 secondes, mais je dis ça parce que ce sera forcément le premier fusible, ce sera Sirianni, ce sera Ah pas oui, Hurts. évidemment. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et après, moi, je peux complètement entendre les critiques sur lui et le fait qu'il doit partir et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même, quand on regarde son CV et toutes les saisons avec les victoires qu'il a, plus bah, le Super Bowl où bah, il perd, mais il y va quand même. Bah, tu prends, combien de coachs a le même CV en peu de temps comme ça, tu vois. Donc après, tu peux mettre l'effectif aussi. Il est aidé par un effectif qui est quand même assez élite, qui a été fait par Ozzy Roseman, tu vois. Donc ça, là-dessus, c'est top. Mais à un moment donné, il faut aussi que les joueurs prennent responsabilité des erreurs qu'ils font. Et donc, en fait, Hurts, il peut dire, ouais, je suis pas hyper fan parce que il y avait ça aussi, tout un moment, le débat entre Hurts et Sirianni, ils s'entendent pas trop et tout, c'est un peu compliqué et tout. À un moment donné aussi, c'est ta responsabilité en tant que QB de te dire, bah là, ce match-là, je l'ai merdé, c'est de ma faute et vas-y, je vais essayer de progresser et tout, et pas de tout
de renvoyer la faute sur ton coach ou c'est pas ce qu'il fait évidemment, mais je veux dire dans l'idée de dire c'est pas à lui de tout prendre, tu vois, c'est pas à lui de tout prendre. Il faut en tout cas qu'il y ait quelque chose d'une progression, quoi, parce que là, c'était pénible. Pareil, la gestion de la poche. Et bon, il met un touchdown à la course, j'en ai pas parlé, c'est un touche-touche. Donc, ouais, c'est pas possible en tout cas de renvoyer ce genre de prestations-là quand tu as les ambitions qu'ont les Eagles. Puis ouais, et puis quand tu regardes son salaire aussi, le contrat qu'il a, tu fais ce genre d'erreur. Non. À un moment donné, non, tu dois montrer plus. Tu as montré plus par le passé, donc je vois pas comment en fait à ce niveau-là ouais. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir un shift dans les matchs suivants de la saison. Il va nous prouver qu'il peut mieux faire parce qu'elle en est capable. Tout à fait. Bah oui, il a déjà montré qu'il était complètement capable parce qu'il a emmené quand même son équipe au Super Bowl. Donc bon, on va espérer que ça tourne mieux. Là, c'est la bye week pour les Eagles. Peut-être que Jay Brown le retour ensuite. Donc on verra ce que ça donne. Excuse-moi de te couper. Excuse-moi de te couper. J'ai pas envie de carjacker ton émission, mais il y en a juste un joueur que j'aimerais rajouter dans ta liste. Je sais pas si c'est la prestation de Jordan Love. Alors, j'ai hésité. Oui. En plus, je suis bête. D'habitude, je demande toujours à ce que tu as d'autres joueurs. Tu fais très bien de me couper. Ouais, j'ai hésité. Et puis, bon, alors c'est vrai que c'était compliqué parce que je crois qu'il lance 3 interceptions et 4 touchdowns, quelque chose comme ça. Bah, Jordan Love, je l'ai mis dans le top et dans les pires, je l'ai mis dans les deux parce que il te fait une première mi-temps atroce, mais vraiment atroce. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des interceptions, des mauvaises décisions, ça punt dans tous les sens et tout ça. Et après, il fait un comeback où, genre, jusqu'à la fin du match, tu étais en train de dire, mais ils vont le faire peut-être, ils vont peut-être réussir. Et à la fin, il lance une dernière interception et là, c'est fini, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était une performance c'était un roller coaster, le truc. Genre, on est passé par toutes les étapes et c'était assez marrant, quoi. C'est rare de voir une performance pareille. C'est vrai que s'ils avaient gagné avec ce comeback, là, peut-être que j'aurais envisagé de le mettre dans le top. Mais j'avais réfléchi aussi pour le flop. Mais alors, bon, quand il est revenu comme ça, puis la première mi-temps compliquée, moi, je me suis dit, bah, peut-être que finalement, il n'est pas si bien que ça physiquement. Et bon, après, il faut lui donner un peu de temps. C'est vrai qu'il faut reprendre le rythme. Tu as une blessure, etc. Tu joues les Vikings en super forme. Donc, on va laisser un peu de temps. Mais c'est vrai que c'était une performance très, très curieuse, quoi, parce qu'il lance quasiment 400 yards, non? Je sais plus. Enfin, c'est un truc de fou. Ah, c'est ça, ouais, non, mais ouais, 389 yards, 32 passes complétées, 4 touchdowns. C'est quand même des grosses stats, quoi. Ouais. Mais après, je suis d'accord. Mais c'est ce que tu dis. En fait, il y a des facteurs extérieurs. Donc, déjà, il y a des facteurs extérieurs. Il y a son genou, qui n'est pas à 100%. Tu as un rival de division. Donc, en termes et juste émotionnellement, c'est un gros match. Donc, il y a une grosse pression sur ses épaules, revenir à 100% et tout ça. C'est un joueur qui reste quand même relativement jeune. Donc, ouais, ce genre de performance, moi, c'est pardonnable en soi. C'est clairement pardonnable, surtout quand il montre qu'il peut te balancer 4 TD. Donc, il n'est pas totalement cramé et tout ça. Donc, mais ouais, je trouve que c'était une des performances à souligner dans cette. Oui, tu avais raison. C'est intéressant d'en parler. On passe au top maintenant. Alors, numéro 5 de ce top, et ben, il continue. C'est le seul joueur qui a fait tous les top 5 de la semaine là, depuis le début. C'est peut-être, comme je dis toujours, si la saison s'arrête aujourd'hui, le MVP. J'ai mis Sam Darnold parce qu'il est toujours bon. 20 sur 28, 275 yards, 3 touchdowns, une interception, un fumble aussi. Moi, je l'ai trouvé assez, comment dire, bon comme d'habitude et assez clutch entre guillemets sur les troisièmes tentatives où il trouve une solution et c'est pas forcément, tu pourrais dire ouais c'est Jefferson à chaque fois, bon d'accord. Non, il va trouver Oliver le tight end 2 de l'équipe, trouver Naylor qui avait fait des bonnes prestations en l'absence de Jordan Addison et qui maintenant est receveur 3. Il va aller chercher quelques yards à la course quand il te manque 2 yards sur troisième tentative. Donc vraiment, c'est hyper sérieux en fait. C'est hyper sérieux ce qu'il fait et ce que font ces Vikings. Et
Voilà, comme je dis toujours, on est en semaine 4, on va pas s'enflammer et dire qu'ils sont favoris, mais à force de bonnes prestations comme ça, on va devoir finir par en parler quand même de ces Vikings et de Sam Bah, Darnold. je trouve que c'est surtout, on va tomber à court d'excuses en fait. À chaque fois, on dit ouais, mais il y avait ci, ouais, mais il y avait ça. Mais là, ils vont chercher un gros match contre une grosse équipe, qui est très bien coaché aussi, et ils performent encore. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut, ouais, il faut rendre à César ce qui est à César, ce qui appartient à César. Donc là, il faut leur lancer les fleurs et dire que ouais, ça, je pense que c'est une bonne équipe. Ça fait partie des meilleures équipes là, en fait, qui ont surtout qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient rester constants. Parce que je trouve que c'est le gros problème de ce début de saison avec toutes les équipes NFL, c'est qu'il y a un énorme problème de constance. Il y a des jours où ça va être fou et des jours où ça va être le total inverse. Tu vois. Et pour Sam Darnold, il y a un niveau de maturité qu'il a gagné en fait. Et je pense que le fait d'être parti à San Francisco, être sur le banc, être le QB2 là-bas, de prendre du temps comme ça juste pour voir le jeu de plus loin et de pas être de pas être en fait de pas être ce qu'il était genre le nouveau franchise quarterback avec beaucoup de responsabilités quand il était à New York et juste de prendre du recul par rapport à ça d'arriver en fait chez les Vikings ou les Vikings où c'est pareil en fait l'attente n'était pas portée sur lui c'était sur le rookie le, comment il s'appelle déjà le rookie qu'ils ont pris Quelle équipe? les Vikings c'est qui le Ah, rookie qu'ils ont drafté là. J. McCarthy. Ouais. Ouais, Mike McCarthy. Donc en fait, même par rapport à ça, il n'y avait pas trop d'attente sur lui. Et en fait, on le voit beaucoup plus assagi, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, avec une vision du jeu. Euh, ouais, qui est à des années-lumière de ce qu'il pouvait nous proposer. Et donc, les erreurs sont là à certains moments, mais le bon prend le dessus quand même en permanence. Donc, ça va être, comme tu dis, des troisièmes tentatives qui sont converties, les yards qu'il va chercher à la course au bon moment. C'est un joueur qui fait confiance à sa ligne, qui fait confiance à ses joueurs et qui, je pense, ressent la confiance qu'on lui a mis sur ses épaules. Et je pense que ça lui fait énormément de bien et puis ça se ressent du coup tous les dimanches. Donc ça, c'est super cool. Donc, ouais, bah, comme tu dis, extrêmement bien coaché en attaque avec O'Connell, en défense, ça, Bah, c'est solide. Euh, donc, voilà, constant, ça fait la quatrième semaine qu'il est dans mon top. Et puis, il y a comment dire, l'inverse du curse pour les anciens quarterbacks des Jets, Geno Smith, Sam Darnold. Donc, on attend avec patience la grosse saison de Zach Wilson. peut-être l'année prochaine, hein, on ne sait pas. Peut-être que quand il va aller dans une autre équipe, on ne sait jamais. Bon, voilà, en tout cas, les Vikings, va vraiment falloir commencer à les envisager comme à minima un outsider sérieux, quoi. Et cette division que tout le monde disait, c'est bon, les Lions, c'est cadeau, et ben, il va falloir se battre. Ah ouais, le Viking Lions, ça, il va être chouette à regarder. Ouais, ça va être super, super. Numéro 4 de ce top de la semaine, Lamar Jackson, 13 sur 18, 156 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 54 yards à la course et un touchdown à la course. Les stats ne sont pas si flamboyantes que ça, mais ça mèche, de mémoire, c'est 35-10 aux Bills, C'est ça, qui exactement. ont une bonne dynamique. Et est-ce qu'on retrouve voilà, Lamar Jackson? Bon, il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Tu as Derrick Henry qui a plus de 200 yards à la Ouais, course. qu'elle se regarde. Donc, bon, voilà, est-ce qu'on retrouve voilà, l'identité des Ravens, c'est Lamar Jackson qui joue comme il doit jouer et qui fait ce qu'il doit faire. Et ça suffit. Bah, ouais, en fait, Lamar Jackson, quand il est dans cet équilibre-là, entre la course et la passe, qu'on lui en demande pas trop, c'est là où il performe le mieux, en fait. Quand on lui met tout sur ses épaules et qu'il doit tout faire et que il va chercher le big play à tout prix et tout ça, bah là, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, il n'est pas suivi par ses joueurs, par les autres joueurs. Mais là, je trouve que c'est un super équilibre. Les receveurs se démarquent plutôt bien, catchent le ballon. C'est tight end, genre Isaiah Likely, il est toujours aussi impressionnant, je trouve. Et je pense il se présente comme le tight end numéro 1 de l'équipe, alors que c'était censé être Marc Andrews avant. Mais bon, si tu as deux super tight ends, c'est mieux que un.
Et puis après, ouais, Derrick Henry. Le problème que je dirais par rapport à ça, c'est que est-ce que Derrick Henry peut faire des performances comme ça toutes les semaines? Et je pense pas. C'est un bon joueur, mais à son âge et tout ça, il y a des fois il va être limité et ils vont tomber contre des meilleurs linebackers, contre des meilleurs D-line. Dans d'autres contextes, voir si Lamar Jackson est capable de step up et de step up et puis d'aller chercher les matchs, quoi. Là, il l'a bien géré, et il faudra voir s'il est en mesure d'aller les chercher maintenant. C'est ça, exactement. Et je pense aussi, après là, il pouvait pas le forcer et ça servait à rien parce que le jeu de course marchait très très bien. Mais de trouver encore une fois cet équilibre entre la course et la passe, parce que c'est ce qui va rendre la passe plus efficace. Tu peux vraiment, parce que la défense ne va pas savoir où se placer. Quand tu as un QB qui a un facteur X à la course aussi, qui peut partir quand il veut te faire une course de 30 yards. Et si tu as des running backs en plus qui font un sacré boulot derrière, bah après, ça va être une offense inarrêtable. En fait, je vois pas vraiment comment tu peux arrêter Derrick Henry, Lamar Jackson, les receveurs qu'ils ont, les tight ends qu'ils ont, tout ça combiné, ça devient dans l'AFC en tout cas, ça devient un peu compliqué à gérer. C'est vrai que ce corps de receveur, hormis Zay Flowers, qui n'a pas fait un bon match ce coup-ci, j'en sais quelque chose pour l'avoir en fantasy. Et on disait qu'il est un peu limité, donc voilà, il va falloir que le QB fasse performer ses joueurs. Hein. C'est lui le chef de l'équipe. C'est un peu ce que, alors pas sur ce match-là, mais un peu ce que Josh Allen arrive à faire cette saison avec les Bills. Donc voilà, là, il l'a bien géré, comme on a dit. Il va falloir montrer encore plus sur les matchs où ils seront derrière et où il faudra aller les chercher. Et tu penses quoi du match de Buffalo? Est-ce que tu penses que c'est juste un faux pas ou ça va plus loin que ça? Tu joues une énorme équipe. Sur le papier, tu as Henry qui te fait ce match de fou furieux. La D-line a été assez bonne pour mettre Josh Allen sous pression. Souvent, il devait s'échapper. Il courait sur la droite. Là, il y a un moment où il fait un super lancer qui finit à 3 yards de la end zone. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène le touchdown à la course derrière de Johnson. Bon, faudra voir. C'est sûr que si c'est ce genre de performance-là, dès qu'on doit affronter une grosse équipe, du côté des Bills, ce serait un peu inquiétant. Mais pour l'instant, je vais pas les enterrer quand tu tombes face à une équipe qui est au top comme ça. Bon, c'est pas non plus hyper déshonorant, mais c'est sûr que si à chaque fois que tu affrontes une grosse équipe, ça se finit comme ça, là, il y aura des soucis à se faire. Ouais. Et du coup, pour les Ravens, c'est officiellement les meilleurs de l'AFC là, tu dirais? Meilleur de l'AFC. Les Chiefs arrivent toujours à se débrouiller. Hein. Ouais, mais les Chiefs, c'est fou. C'est ça, c'est vraiment cette équipe, je comprends pas. Parce que genre, tout ce qu'ils nous proposent depuis le début de saison, il devrait être limite 0-4, mais ils arrivent quand même à gagner. Il y a un truc, une sorte de magie bizarre, vaudou derrière, parce que genre, je ne comprends pas comment ils arrivent à tout le temps s'en sortir de situations comme ça. C'est un peu la chance du champion. Et puis, c'est aussi l'équipe qui est extrêmement bien coachée parce que malgré tout, tu as toujours un truc en défense. Spagnuolo va faire que. En attaque, Mahomes va sortir un truc à un moment donné. Ouais. Et malgré tout, voilà, on arrive à se débrouiller. Mais bon, c'est vrai que la lutte en AFC là, va être assez intéressante parce que du coup, tu as les Chiefs, tu as les Ravens, les Bills si on les enterre pas, les Jets aussi peut-être que. Les Dolphins, c'est plus compliqué sans quarterback. Les Bengals aussi, s'ils commencent à se réveiller là sur le mois d'octobre et novembre, ça peut revenir fort aussi. Et les Texans, faut pas les plus, hein, ils sont toujours là. Je sais pas. Les Texans, je trouve que par rapport à la saison dernière où c'était l'ascension, c'était la nouvelle équipe et tout. Là, ils m'ont pas impressionné pour ce début de saison. Même si surtout CJ Stroud, en fait, je me dis, c'est correct. Je dis un mot sur CJ Stroud parce que je l'ai pas mis là. J'avais envisagé de le mettre dans le top parce que c'est quand même ce genre de match, tu vois, où au début du match, on se disait, oh là là, ils vont réussir à perdre contre les Jaguars, oh là là, l'upset. Et finalement, malgré tout, ils arrivent à aller le chercher. Et la force des grandes équipes, c'est quand même aussi de gagner quand tu joues pas bien. Et je
ils ont réussi. À la fin, ça fait une victoire, quoi. Ouais, et puis quand tu regardes ces stats, je les ai devant les yeux, 27 sur 40, 345 yards, 2 touchdowns, un Nico Collins monstrueux qui va chercher sur certaines troisième tentatives et tout ça. Ouais, franchement, c'est un beau match. C'est un beau match. Mais en fait, tu vois, je pensais qu'il allait arriver à un palier, tu sais, genre supplémentaire, l'année 2, tu vois, où je me dis, bon, là, tu as emmagasiné tout ça sur ta première année, t'as battu des records et tout ça. Et là, tu vas arriver en année 2 encore plus fort, encore plus sûr. Et en plus, avec le rajout de Steven Diggs et tout ça, et même de Joe Mixon et tout ça, je me suis dit, bon, il y a moyen que ça soit encore mieux. Mais bon, après, le principal, c'est de gagner, comme tu dis. Donc, on verra. C'est peut-être une des équipes comme les Bengals qui mettent doucement un démarrage vraiment très doux et qui vont progresser. Donc, c'est mieux ça que l'inverse. Ok, on continue le top avec le numéro 3. Numéro 3, j'ai placé Baker Mayfield, 30 sur 47, 347 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Un touchdown à la course avec une option magnifiquement jouée. 9 cibles. Il fait revivre Shepard qui est revenu entre les morts façon célèbre. Un touchdown pour Palmer, des passes laser extrêmement bien. Vous savez, les passes laser, hein, c'est ces passes extrêmement rapides qui fusent comme ça. Il fait un touchdown comme ça. Il obtient une première tentative avec Godwin aussi comme ça. Je pense toujours un peu la même chose de Baker Mayfield. Moi, alors j'étais très critique de lui sur sa dernière saison aux Browns. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il a un état d'esprit. C'est vraiment ce quarterback avec qui tu as envie de partir à la guerre, quoi. Ah oui, c'est une mentalité surtout avant tout. Parce que physiquement, en fait, comparé à d'autres quarterbacks, c'est pas Josh Allen, il est limité. Mais il a une mentalité et une envie que certains QB avec des attributs physiques supérieurs n'ont pas. Et donc, comme tu as dit, en fait, tu as clairement envie de partir à la guerre avec lui. Et il est parfait en fait pour cette équipe de Tampa. Il est super bien entouré. Il est bien coaché et voilà un offensive coordinateur, Liam Cohen, qui comprend en fait son QB, qui comprend l'offense en général et qui fait bien jouer tout le monde. Et il y a un deuxième truc que je voulais dire sur ce match-là, c'est que finalement, alors il y a des problèmes. Ils avaient souffert un peu sur la ligne offensive avec l'absence de, je crois que c'était Godicki qui n'était pas là. God et Goodkey, ouais, le right tackle. Et du coup, ils se sont adaptés alors dans le play calling et pour Baker Mayfield, mais bon, les deux vont ensemble, hein. Il y a beaucoup de passes très rapides. C'est vraiment, voilà, ok, on va souffrir sur la ligne. Donc, comment je peux aider mon quarterback quand je suis coordinateur offensif? Eh ben, on va réfléchir à un plan de jeu qui est adapté. On va faire lancer très rapidement, pas forcément des screens, mais voilà des petites passes très rapides. Ouais, des Et, petites quiches et tout, des slants. et finalement, voilà, c'est ça qui fait marcher. 347 yards, voilà, top. Mais tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de quarterback, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de paramètres à prendre en question, en fait, pour savoir si c'est une bonne performance ou une mauvaise. Parce que pour revenir, par exemple, au cas de Kyler Murray tout à l'heure, c'est que Kyler Murray, il n'est pas aidé, en fait, par son play calling. Et donc, du coup, sa performance en pâtit. Et là, tu as vraiment l'exemple totalement inverse avec un Baker Mayfield qui, de un, fait un bon match, mais en même temps, il fait un bon match. Pourquoi? Parce qu'il y a un play calling aussi qui suit derrière et qui va le mettre en valeur. Complètement. Donc, voilà, encore une belle prestation cette semaine. La lutte en NFC Sud va être super intéressante parce que les Saints avaient fait un gros début de saison. Les Buccaneers sont peut-être favoris. Les Falcons reviennent à la faveur de leur victoire contre les Saints, là. Donc, D'ailleurs, voilà. c'est pas Bucks Falcons en week 5 là? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, ça va être un beau match aussi, hein. Ça peut être Ça va, intéressant. ça va être un bon match. Et puis, on ne sait jamais comment dire, les Panthers qui reviennent de nulle part avec Andy Dalton, on y croit? Là, en soi, Il y a Dalton, il fait pas un si mauvais match que ça, hein. un truc que j'ai dit Regarde, la en tout cas, quand on a vu Andy Dalton, on s'est dit, bon, ces Panthers qu'on pensait être l'équipe paillasson, où tu te disais, allez, c'est bon, c'est les Panthers, eh ben, ils vont être embêtants à minima. c'est ça, exactement. Et ouais, pour faire la petite aparté sur Andy Dalton, le problème,
c'est triste à dire, mais le problème, je pense que c'était Bryce Young qui était peut-être un peu trop dans sa tête, qui voyait le jeu trop rapidement. Parce que dès que tu mets Andy Dalton, c'est pas flamboyant, mais c'est efficace et ça marche en fait. C'est juste ça marche. Et t'as pas le meilleur roster, t'as pas la meilleure attaque, t'as pas forcément les meilleurs receveurs, mais ça fait avancer le ballon et ça score des points. Là ils sont à 34-24, score final. C'est dommage qu'il ait perdu face à son ancienne équipe, ça aurait été drôle. Genre. Mais c'est pas déshonorant en tout cas. C'est très bien pour les Panthers, en tout cas c'est mieux. Et très bien pour en venir au numéro 3, Baker Mayfield, qui a fait un bon match. Et les Buccaneers continuent de gagner. Numéro 2 de ce top, c'est le même que la semaine dernière, que j'avais aussi mis numéro 2. C'est à nouveau Jayden Daniels. 26 sur 30, un touchdown, une interception qui n'est pas très belle, mais quoique on y reviendra. 233 yards, 8 courses pour 47 yards et un touchdown à la course. Bon, ça me fait du mal de parler de Kingsbury, mais les stats ne sont pas non plus si exceptionnels que ça quand tu compares à d'autres qui ont quasiment 350, voire presque 400 yards. Mais il n'y avait pas besoin de faire plus. Finalement, les Commanders ont joué de façon intelligente, beaucoup de courses. Les Cardinals ont énormément souffert. On aurait voulu voir un peu plus de jeu profond. Le problème, voilà, la seule fois où ils ont été sur le jeu profond, ça s'est fini en interception. Mais franchement, c'est une passe qui, 9 fois sur 10, doit finir en passe incomplète. C'est juste extrêmement bien joué de la part de Garrett Williams, pour le coup, qui arrive non seulement à la dévier, puis après à tenir le contrôle de la balle. 9 fois sur 10, cette passe-là, c'est une passe incomplète et on n'en parle plus. Voilà, je joue simple, je fais avancer les chaînes, je cours, mais pas trop, je cours quand c'est nécessaire et je me protège. Je pars pas comme un peu la tête en avant. Il y a du rythme. Et puis, ça score. Je ne sais plus combien ils nous en ont collé. 42. Bon. Les Commanders, on commence à en parler aussi ou quoi? Non, je pense qu'il ne faut pas non plus s'emporter sur les Commanders. Ça reste quand même, ils sont quand même dans une division, la NFC East, qui est quand même. On peut dire ce qu'on veut des Cowboys, on peut dire ce qu'on veut des Eagles, mais je pense que ça reste quand même au-dessus. Hein, ça reste quand même au-dessus. Et là, ils font quoi? Tu penses pas que ça peut être dans une NFC un peu faible, l'équipe à 9-8 qui va chercher le 7e spot de playoff? Ça peut, mais j'en attends plus encore, je pense. Je me dis, là, on a eu 2 belles performances de la part une belle performance et une autre performance où il fait pas perdre son équipe et il gagne, mais c'est pas non plus grâce à lui qui gagne. Donc j'attends encore cette progression, mais pour le moment, je vois un QB qui monte comme ça. Donc c'est le principal en fait. Il y a une énergie aussi qui se dégage autour de ce joueur où les joueurs ils ont envie de jouer pour lui. Même lui, je trouve qu'il était un joueur quand il était à LSU qui était relativement calme, pas très vocal et tout ça, qui là s'exprime plus et c'est son équipe en fait. Ça me donne envie d'en voir plus en fait. Et pour le moment, oui, je suis intrigué, on va dire, plus qu'impressionné. Je suis intrigué par rapport aux propositions de cette équipe. Il y a un truc que j'ai bien aimé. Il a bien marqué un touchdown à la course là, sur ce match-là. C'est ça. Sur le design du touchdown à la course, je l'ai trouvé juste parfait. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que ton QB, c'est pas Cam Newton, il peut pas rentrer peut-être la première et voilà. Il est plutôt frêle, mais il est rapide. Mais du coup, on va lui faire une ligne de bloc pour qu'il arrive tranquillement dans la end zone sans être touché. Et c'est ce qui s'est passé. Et même ça, c'est-à-dire on peut dire ce qu'on veut de Cliff, mais il comprend son joueur. Et donc, du coup, après, je pense que ça va être des ajustements pour rendre cette attaque encore meilleure et encore plus fort, quoi. Cliff Kingsbury se met à designer des bons jeux. C'est bon. Non, alors, voilà, parce que bon, avec nous, c'était Kata. Bon, peut-être qu'il a mûri aussi, que il a été coach des quarterbacks avec Caleb Williams l'année dernière à USC.
Et peut-être que c'est ce genre de mec qui n'était pas un bon head coach, mais qui va être un bon coordinateur. Et en soi, on le souhaite aux Commanders. Moi, voilà, j'ai ce truc-là contre Cliff parce que c'est une volonté personnelle. Mais non, en tout cas, ils sont intrigants et ils sont plaisants à voir jouer. Et, peut-être que, est-ce qu'il faut, alors finalement, l'équipe qui a le premier choix l'année prochaine, il faut le laisser et choisir directement au deuxième choix, parce que le premier choix, ça se passe pas bien et il est bon, je sais pas. Mais c'est quoi que j'ai vu? J'ai eu une actualité là cette semaine qui disait que même si les Washington avaient le premier pick, ils auraient pris Jaden Daniels. Tu vois. Genre ça me fait marrer en fait. C'est un peu ce côté révisionnisme de se dire bah tiens à ce moment-là on l'aurait toujours pris. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, au moment de la draft, il y avait un peu ce débat-là parce que bon, tout le monde se disait allez, Caleb Williams en 1, c'est fini pour les Bears. Et après, il y avait bon, bah, Drake May peut-être en 2, etc. Et puis, de plus en plus, non, mais les Commanders, même avant la fin de la saison, c'est-à-dire avant qu'on connaisse l'ordre exact, les Commanders, ils sont sur Daniels, c'est ce qu'il faut. Bon, on ne saura jamais vraiment ce qu'ils auraient fait. Jamais, c'est ça le truc. Ouais. Ah oui. Surtout, fait venir Kingsbury, j'ai du mal à croire qu'ils n'auraient pas fait venir le QB. Ah ouais, Caleb, quoi. Ça paraît quand même. Ça, tu vois. Là, c'est parce que ça marche qu'il va dire ça. Évidemment qu'ils vont pas dire ouais, mais non, on l'aurait pas choisi, C'est évident, mais c'est marrant que ça sorte maintenant, quoi. Ou alors, Kingsbury à la fac, il a vu les limites de Caleb Williams et il dit oulala, faites ce que vous voulez, mais surtout, il ne faut pas choisir ce cas-là. Je sais pas. Et en vrai de vrai, je retire tout ce que j'ai dit sur Caleb Williams, hein, parce que au début, genre sur l'autre émission sur laquelle on participe, j'avais dit ouais, mais Caleb Williams, ça peut être très très fort et tout ça, il est bien entouré et tout, et c'est catastrophique, c'est catastrophique. Je vais pas dire que c'est un bust tout de suite là, mais on verra avec le temps. C'est sûr que c'est pas Jojo, hein. C'est à minima pas. Bon, on en arrive au numéro 1 de la semaine. Je pense que c'est évident là. Je pense que c'est évident. Prestation littéralement parfaite. Jared Goff, 18 sur 18, 292 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, et un touchdown à la réception. J'ai vu un truc, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Ouais, je pense que... Plus de touchdowns à la réception, Chelsea, Ayuk, Pittman. Réunis. Ouais. J'ai vu ça, c'est fou. C'est fou. Que dire à part que c'est sa meilleure performance. En fait, ça fait plaisir. Jared Goff, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu les carrières comme Baker Mayfield ou Geno Smith, c'est QB qui n'ont pas, par rapport à leur première équipe, personne ne les a soutenus, mais qui étaient quand même corrects, voire bons. Et en fait, dans la bonne situation, avec un coach qui y croit et un GM qui y croit, et ben ça fait que Jared Goff, depuis qu'il est arrivé aux Lions, c'est un bon QB, hein, tout simplement. Il faut arrêter de dire que c'est un game manager, je sais pas quoi. En fait, c'est juste un bon QB qui fait des bons QB plays, qui fait les bons choix au bon moment. Et en fait, il faut pas. Moi, genre, le côté des joueurs comme Lamar Jackson ou comme il s'appelle Mahomes, c'est bien. Mais même Mahomes, des fois, il arrive à se contenir, en fait. Il arrive à se contenir pour faire la petite screen, le petit truc. C'est ce qui le rend super fort aussi. C'est-à-dire qu'il est multiple à différents endroits. Je suis pas en train de dire que Jared Goff il est à ce niveau-là, mais au moins il joue bien. Il joue bien et il fait pas de turnover débile. Il joue sur toutes ses cibles. Jamison Williams, ses tight ends, ses running backs, Amon-Ra St. Brown aussi dans le slot. Cette équipe-là, s'ils jouent comme ça, en tout cas, je les vois vraiment aller très très loin dans la NFC. C'est vrai que ils sont impressionnants. Tout le monde joue bien, tout le monde joue en rythme. La course, ça marche du tonnerre. À la fin du match, moi, j'étais en mode s'il te plaît, cours. Je veux pas le voir lancer une passe incomplète. Je veux qu'il garde son perfect. Et bon, bah voilà, non, c'était. Moi, on en parle toujours un peu. Je crois que tout le monde a un peu cet esprit-là de se dire les Lions, c'est cette équipe sympathique qu'on a envie de voir réussir parce que Dan Campbell, il est sympa, parce qu'il est charismatique, parce que voilà, il y a Jared Goff, parce que St. Brown, il est incroyable.
parce qu'il y a Gibbs, tout le monde se moquait d'eux quand ils l'ont pris au premier tour l'année dernière. Bah, finalement, voilà. Ils arrivent tout est en rythme, et puis quand cette ligne offensive, qui est peut-être la meilleure de la ligue, bah, lui laisse le temps, hein, bah, voilà, il montre de quoi il est capable, tout simplement. Ah non, mais c'est Ça invente impressionnant. des jeux, comment on pourrait dire, des Detroit Special. Et puis en plus, attends, mais tout à l'heure, c'est quand je te disais l'équilibre entre la course et la passe des Ravens, Ben Johnson, leur coordinateur offensif, c'est clairement ça. C'est ils ont trouvé cet équilibre parfait qui marie la passe et la course. Donc c'est fou parce que c'est vraiment, tout le monde dit oui, c'est un jeu à l'ancienne, mais en fait non, c'est le jeu tel qu'il devrait être. C'est un jeu varié à la course, un jeu varié à la passe et c'est de trouver une balance entre les deux, quoi. Non, j'ai un tout droit, je cours tout droit. Voilà, les jeux sont bien designés aussi. Ouais, clairement. Je suis content que Ben Johnson puisse rester. Et vraiment, je suis pas supporter des Lions, mais ils font plaisir à voir. Et si en playoff, il y a quelque chose à aller chercher, je pense que je serai un peu derrière eux, parce que ça fait plaisir, quoi. Ça fait Ça juste. fait plaisir. C'est du beau football, quoi. C'est du beau football. Et on est tous, nous, en France, on est tous fans de beau football, quoi, avant tout, je pense. Donc, c'est cool. C'est ça. Bon, moi, je veux dire, dans ma division, par exemple, voilà, on sait que les Niners, c'est au-dessus de tout le monde, a priori. Bah, quand ils jouent bien et quand ils font des beaux trucs, moi, je suis content de voir des beaux matchs. Peut-être que si les Cardinals étaient en contention pour aller chercher quelque chose, Ouais, ça tu serais m'embête. bon content. Là, maintenant, vu que je sais qu'a priori, on joue pas grand-chose pour l'instant, je me Ouais. contente de regarder les matchs et d'être content de voir du beau jeu. Je voulais juste dire un truc sur Jared Goff. J'ai une pensée pour mon copain Black Floyd, qui avait un pari où il fallait que Jared Goff fasse plus d'un demi-yard à la course. Et finalement, il se retrouve à moins 3 yards à la course, dont 2 Oh non! touchdowns à réception. Voilà. Donc, Oh là là. Oui, ça, c'est vrai, ça. big up. Et, Non, et, c'est rigolo et, parce et que pour- tu inventes des trucs. Là, il y a ce truc-là, ce touchdown qui est rigolo. La semaine dernière, il y avait le touchdown avec la déviation. C'était une passe. ouais, la passe, c'est magnifique. Alors, bah, il y avait déjà eu, c'était quoi? C'était l'année dernière avec Travis Kelce, mais la passe, elle avait été annulée, tu sais, Ah, avec c'était ouais, Kadarius Toney, où genre il catch la balle et il la jette derrière. le même cas, je crois que une passe à la Travis Kelce là, qui avait été annulée. Il y a le même cas, je crois que c'est le match c'est vous? Non, c'est les Dolphins ou c'est vous? Non, Oui, c'est nous, c'est nous. Ah, ouais, c'était cette semaine, mais ça a été annulé parce qu'il y avait eu un bloc illégal. Mais pareil, ouais, on a fait ce truc de. c'est mon coup de gueule. Les arbitres n'aiment pas le football. Quand vous annulez ce genre de play-là, vous n'aimez pas le football. Non, mais il y a un vrai débat à avoir sur les arbitres, hein. C'est un cauchemar. Chaque semaine, ils arrivent à nous proposer à nous à faire des décisions de pire, mais vraiment de pire en pire à chaque fois. Ah, on C'est va hallucinant. non, mais déjà, premier truc, professionnalisez-les et Ouais. c'est un truc et qu'on cherche de la cohérence. Les arbitres, c'est des êtres humains, ils sont pas parfaits. Ça m'est arrivé d'arbitrer un peu des matchs là, en France. Quand tu es sur le terrain, je te garantis que c'est pas la même chose que quand tu es derrière. Évidemment, ouais. Mais malgré tout, qu'il y ait des erreurs, bon, mais qu'il y ait de la cohérence. Qu'il y ait de la C'est cohérence. ça. T'as tout dit. Cohérence et professionnalisation. En fait, t'as une ligue qui rapporte des milliards. Donc, à partir de là, je comprends pas comment il peut pas y avoir qu'ils engagent leurs propres arbitres ou je sais pas, ils trouvent un moyen pour ça. Et surtout, pourquoi le review, la caméra, c'est pas automatique, en fait. Ça devrait être automatique pour tout. Ouais. Pour tout contester, en fait. Parce que à chaque fois, en fait, c'est ça, t'as l'impression que c'est la main de Dieu, en fait. Lui, bon, il a décidé, ça y est, c'est fini. Et du coup, t'as des actions. Et je vais revenir à l'action, moi, qui m'a le plus traumatisé. C'est le catch comment il s'appelle, contre les Packers, le receveur et le 88 de Dallas à l'ancienne. Ah, Dez Bryant. Le catch dans la end zone qui est annulé parce que, à ce qui paraît, il n'avait pas bien mis et tout. Il voit la review dans tous les sens. C'était un catch et c'est annulé par les arbitres. Tu vois. Donc, ouais, très compliqué. Très compliqué. ouais, non, mais bon.
voilà, les arbitres. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir, c'est Lions, super perf et super attaque. Et ils vont être très plaisants à voir jouer. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs peut-être dans le top là que Qu'est-ce que j'avais noté? Mais je crois qu'en fait, ce que tu as dit, c'est à peu près ce que j'avais noté. les perfs des quarterbacks n'étaient pas. Ouais. Et moi, j'avais rajouté. Bah non, 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 non. En fait, tous les meilleurs, c'est. Si j'avais rajouté Jordan Love sur le côté, du coup, et le meilleur et le pire dans le même match, quoi. C'était juste ça. Mais voilà, que dire de plus? Non, super, super. Geno Smith a lancé quand même pour finir sur ce match. Quasiment 400 yards, ouais. Ouais, bon, après, c'était dans une situation où il fallait revenir, donc ça forçait un petit peu. Euh, il a eu des gestions de poche un peu curieuses à des moments, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top. Mais c'est quand même un match solide et c'est quand même encourageant. Les Seahawks, je me moque un peu d'eux, j'aime bien me moquer d'eux parce que voilà, c'est les rivaux, mais si tu veux, pour moi, j'ai découvert la NFL il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je sais qu'en NFC West, il y a un truc qui se dit beaucoup dans la communauté NFL, c'est que les gros méchants, c'est les 49ers. Moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, dans ma tête, les gros méchants, c'est les Rams à cause de ce qui s'est passé là, le Super Bowl gagné un peu à gros coups de fric. Euh, les Niners, ils sont bons, mais voilà. Et puis les Seahawks, c'est un peu mes rivaux, mais mes rivaux sympas, tu vois. On aime bien charrier avec. Ouais, c'est ça, on est loin de l'époque de la Legion of Boom et tout ça, quoi. C'est plus la défense élite avec, même quand il y avait Marshawn Lynch et tout ça, avec l'attaque, même Russell Wilson qui était quand même bon à un certain moment. C'est vrai qu'on est loin de ça, mais en même temps, je trouve que ouais, il faut quand même les prendre au sérieux. Je trouve que c'est l'équipe dans la NFC, on n'en parle pas tels qu'ils sont en fait. Et ça gagne des matchs. Bah là, ils ont perdu malheureusement, mais je trouve que Geno Smith déjà, en fait, il devrait être parlé comme un top QB de cette ligue en fait, tout simplement. Ce qu'il fait match après match. On attend tout le temps pareil, lui, qu'il fasse la petite erreur pour dire ah oui, mais je vous avais dit, regardez, il joue mal, en fait, il est mauvais. Et pas du tout. Il arrive à nous prouver que genre il est consistant, sa gestion de la poche est assez incroyable. Et moi, c'est surtout un point où je m'étais dit, bon, en fait, ils vont être nuls. C'était la défense. Je me suis dit, la défense, quand tu regardes les noms, et c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux noms, ils vont être nuls en fait. Et en fait, ils sont probablement top 10. Quand tu regardes leur secondary, ils ont une super secondary. Leur linebacker, c'est pas les pires. C'est un duo de cornerback qui marche bien. La D-line, c'est mieux que l'année dernière. Boye Maffei est toujours très Boye bon. Maffei est bon, hein. Ouais, Boye Maffei est très très bon. Et donc, leur rookie qu'ils ont récupéré au premier tour là, en defensive tackle. Byron Murphy. Ouais, c'est ça. J'étais assez critique. Je trouvais que c'était un peu comment dire, le gars qui était là un peu à cause ou grâce à ses dimensions physiques. Et finalement, bah, ça tient. En tout cas, ça colmate. Et en tout cas, cette D-line des Seahawks qui se faisait marcher dessus l'année dernière, notamment la course. Bon, là, Ouais. ils ont joué une grosse équipe, donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est vrai que cette défense, elle progresse et les Seahawks, ils vont être embêtants. Moi, je l'avais dit, je pensais vraiment que comment dire, bon, moi, ma vision que j'avais de la NFC West cette année, c'était les Niners loin devant et que les trois autres équipes pourraient éventuellement finir à 6, 7, 8, 9, voilà, et être comme ça en contention. Bon, le début de saison est compliqué pour les Cards, le début de saison est plutôt bon pour les Seahawks. Alors, c'était leur premier gros affrontement, euh, donc comment dire, ils ont perdu, donc voilà, il faudra voir si c'est comme ça sur tous les matchs. Les Rams, bah, ils sont un peu décimés, mais ils ont quand même. Ils ont la niaque, hein. Puis ils sont tellement bien coachés. Ils sont tellement bien coachés. C'est fou. Ce qu'il arrive, c'est de la magie, littéralement, je trouve. Ce qu'il arrive à faire, McVay, en fait, avec cette équipe-là, à sortir le meilleur de quasiment tous ses joueurs. Et après, ouais, à un moment donné, ça peut pas être maintenu sur toute une saison, c'est sûr. C'est trop compliqué. Mais par exemple, tu vois, les Seahawks, le match Seahawks 49ers,
le match Seahawks 49ers, je me dis ça peut être un très 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 beau match parce que les 49ers sont bons, mais depuis le début de saison, ils nous ont pas prouvé que c'était vraiment l'équipe de la NFC, genre toi vraiment la grosse équipe. Il faut passer par chez eux pour prouver que t'es voilà. Là, tu peux carrément prouver que tu peux gagner. Hein. Brock Purdy est bon, mais tu regardes à côté, Brandon Ayuk qui fait un début de saison vraiment pas bon. Deebo Samuel est déjà blessé à moitié, tu vois, donc ça va être compliqué. Pareil pour Kittle. Il a fait un c'est... là. Ouais, il a fait un catch, le mec, mais laisse tomber. T'as vu le catch qu'il a fait contre 3 DB 3 corners, boum, il les a. C'était DeAndre Hopkins contre les Bills avec les Cardinals. La fameuse la Emery, c'est l'action de fou furieux. Chose, mais en plus près, mais quand même le catch incroyable. Ouais. Mais déjà, rien que ça, tu vois, genre sur ce truc, le match-up, il est incompréhensible. T'as Kittle qui doit faire 6'5", un truc comme ça, donc ça va être 1m96, qui est aligné contre 3 joueurs qui dépassent pas le 1m80, tu vois. Ils sont tous à genre 1,75 ou moins ou 1,78. Donc rien que ça, c'est pas normal, tu vois. Bon, en tout cas, on aura bien discuté autour de tout ça. Je vous rappelle vite fait le flop de la semaine. J'avais numéro 1 Jalen Hurts, numéro 2 Tyler Huntley, numéro 3 Bonix, numéro 4 Kyler Murray, numéro 5 Reset. Et le top, numéro 1 de la semaine Jared Goff, numéro 2 Jayden Daniels, numéro 3 Baker Mayfield, numéro 4 Lamar Jackson et numéro 5 Sam Darnold. Je l'ai fait un peu à l'envers par rapport à d'habitude, mais vous avez compris l'idée. De toute façon, je vous mets le récap et puis voilà, on tient les stats cette année, comme ça à la fin on aura qui est le MVP de la chaîne, un système de points pour savoir qui est le meilleur quarterback. Et l'année dernière c'était Brock Purdy qui avait gagné à ce jeu-là. Voilà, on va se laisser là. Je te remercie Nat d'avoir été avec moi, c'était super sympa. Non, un plaisir, merci, merci pour l'invite. On se retrouve de toute façon dans d'autres chaînes et puis peut-être plus tard dans la saison, si tu as envie de revenir, t'es le bienvenu. Carrément, ouais, carrément. J'adresse un message, vous savez, comme Nat, comme tout le monde, là, ça fait 4 semaines que j'ai un invité différent. Si vous avez envie de venir, c'est ouvert à tous, que vous soyez expert, amateur, débutant, ça vous intéresse, mais vous ne comprenez pas trop, vous commencez à regarder, vous trouvez ça sympa, et venez, on va en parler aussi. Voilà, tout le monde est le bienvenu, vous voyez, on ne se prend pas la tête, le but, c'est pas, on n'est pas des pros, on parle tranquillement, on échange sur notre passion, parce qu'on kiffe ça et qu'on aime le foot tout simplement. Donc voilà, c'était bien chouette encore d'avoir cet échange-là. Et puis on va se laisser et se dire à la semaine prochaine. Excusez-moi, la vidéo est sortie un peu tard cette semaine. C'est un peu compliqué là. J'ai le mercredi un peu foufou. Donc voilà, la vidéo sort un peu plus tard que d'habitude. Mais vous pouvez toujours me dire ce que vous avez pensé de ce qu'on dit. Et puis bien sûr, vos avis m'intéressent. Un dernier mot, Nat, peut-être? Ou sinon, on se laisse là? On peut se laisser là. C'était un plaisir en tout cas. Et puis bon week-end à tous pour la NFL. Eh ben oui, ça se rapproche. Le Thursday night, je sais plus, j'ai pas regardé cette semaine. Ouais, j'ai pas regardé. Jeudi. Je crois que j'ai vu. C'est pas le match de division justement en FC Sud là? Si, ouais, c'est ça. C'est Falcons Buccaneers. Ouais, donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Beau match, en tout cas pour le jeudi. Et puis, comme d'hab, le dimanche, etc. Ça n'arrête jamais. En tout cas, on en profite bien tant qu'on peut. J'ai tendance à dire, petite plaisanterie que je fais souvent, là, le Titan Dolphins, il faisait vraiment pas envie. Mais dans ces cas-là, je pense toujours au mois de juin, tu sais, où on sera en dépression complète et on se dira, putain, pas pouvoir un petit. J'aimerais avoir ce match, ouais. J'aimerais avoir ce match, c'est sûr. Ouais. Ça passe tellement vite, c'est ça le problème, en fait. C'est que la saison, elle est très, très courte. Profitez, kiffez bien, profitez de la NFL, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Salut à tous, bye bye. Bye.